Bonjour à vous, messieurs. Ça fait plaisir de vous avoir pour discuter ce soir du rôle de l'Union africaine dans le règlement des contentieux électoraux, mais aussi les transitions pacifiques du pouvoir dans les États membres. Alors, bon, je vais vous laisser vous présenter à tour de rôle et on entrera dans le vif de la discussion. Je commence par vous, Ibrahim Khan. On vous laisse le son de vous présenter et ensuite Rodrigue Aïgo, vous vous présenterez également et on entrera dans le vif de la discussion. Monsieur Ibrahim Khan, c'est à vous. Merci pour l'invitation d'abord et je m'appelle Ibrahim Khan, je suis sénégalais. J'ai travaillé pendant ces 15 dernières années comme étant la personne contact entre la Fondation Open Society et les organes et institutions de l'Union africaine qui intègrent et les institutions basées à Addis et les communautés économiques régionales. Et bien sûr, Ibrahim Akam, vous avez été chargé donc du plaidoyer de OSF auprès de l'Union africaine. Rodrigue Aego, je vous laisse également le soin de vous présenter. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Rodrigue Aego, je suis togolais, je suis journaliste jusqu'à un moment donné où avec la situation qui plane au Togo, marquée par la suspension jusqu'à nouvel ordre du journal que j'avais dont j'avais la direction, le Panorama, et que je décide de tourner ou concentrer mon énergie vers la promotion, la défense et la protection des défenseurs des droits humains. Et donc, je suis chargé de programme du Front citoyen Togo Debout. Et bien sûr, vous êtes donc du Front citoyen Togo Debout, Rodrigue Aego. En tout cas, ça fait super plaisir de vous avoir, monsieur. Je le disais tantôt, nous parlerons de ce qui doit être le rôle de l'Union africaine et ce qui se fait actuellement. Puis nous discuterons dans la seconde partie de ce qui doit être le meilleur mécanisme à adopter et la meilleure approche pour atteindre cet objectif de règlement efficace des contentieux électoraux, mais aussi les transitions pacifiques du pouvoir dans les États membres de l'Union africaine. Dans la première partie de cette discussion, nous abordons donc ce qui doit être le rôle donc, de l'Union africaine dans le règlement des contentieux électoraux. D'abord, Ibrahim Khan, que disent les textes de l'Union africaine pour vous qui connaissez bien l'organisation? Alors, en matière électorale, l'Union africaine, d'abord l'OUA et ensuite l'Union africaine, a décidé de contribuer à donner une légitimité au choix que les populations peuvent faire à l'occasion d'élections présidentielles ou d'élections législatives dans le pays. En quoi faisant? En envoyant des équipes pour, en quelque sorte, donner une caution à ce qui s'est passé pendant la période électorale et en délivrant un certificat de satisfecit ou non pour que la communauté internationale reconnaisse dans ce qui s'est passé dans ce pays-là en termes électoraux comme étant quelque chose de conforme à la lettre et à l'esprit des normes et des traités que l'Union africaine a adoptés. N'oublions pas que depuis 2007, on dispose d'une charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Mais déjà en 1981, on avait une charte africaine des droits de l'homme et des peuples dont l'article 10 traite justement de la question de la participation des gens à l'élection. Donc, c'est une manière pour l'Union africaine de vraiment aider à accompagner les systèmes démocratiques et à leur donner un peu plus de légitimité, aussi bien au niveau interne, au niveau régional qu'au plan international. C'est ça l'objectif du monitoring des élections qu'on a mis en place, mais de manière très tardive, parce que l'historique n'est pas mauvais dans ce sens-là. C'est lors du référendum concernant l'indépendance des Comores que pour la première fois l'OUA a décidé d'envoyer une mission d'observation et elle était composée seulement de 4 personnes, vous imaginez.
Et donc, mais c'est depuis lors que le pli a été pris. Et lorsque, en 2002, l'Union africaine naissante a décidé de mettre en place des règles qui gouvernent un tout petit peu l'organisation des élections en Afrique. Donc, c'est donc naturellement qu'elle a décidé maintenant de créer en son sein, notamment au département des affaires politiques, toute une mécanique qui concerne le suivi des élections au niveau continental qui se passe avant, pendant et après l'élection. Dans les régions, parce que c'est important de considérer que ce qui se passe dans les régions émane aussi de l'Union africaine, parce que les communautés économiques régionales font partie de l'Union africaine. Dans les régions comme en Afrique de l'Ouest, des textes ont été aussi adoptés. Et le cas de la CEDEAO me paraît quand même très intéressant, en ce sens que la CEDEAO a décidé que une première mission de surveillance des élections a lieu 6 mois avant l'élection. Et la CEDEAO interdit tout changement dans les règles de fonctionnement de l'élection après ces 6 mois-là. 6 mois avant l'élection, aucune règle du jeu ne doit changer. Et ça a contribué maintenant à créer toute une nouvelle culture à l'intérieur de nos administrations, des réseaux de commissions électorales sont nés. Et donc, vous voyez que tout le travail que l'Union africaine a fait a contribué à la mise en place de toute une mécanique qui aujourd'hui, bon, cas sert à mesurer le degré de respect par l'État de ses engagements aussi bien constitutionnels que régionaux en matière électorale. Avant de venir dans le règlement des contentieux électoraux dans le fond, il faut d'abord comprendre également comment se fait justement l'observation des élections. Vous soulignez tantôt, hein, Ibrahim Khan, qu'aujourd'hui l'Union africaine a mis au niveau de justement du volet politique toute une mécanique pour l'observation des élections. Comment se fait justement l'observation des élections dans les États membres? Comment l'Union africaine fait cela concrètement? Alors, en matière électorale, l'Union africaine privilégie vraiment les élections présidentielles et les élections législatives. Les élections locales, généralement, sauf quand un pays est dans une situation très critique, mais elle supervise seulement les élections présidentielles et les élections législatives. D'abord, en quoi faisant? En envoyant 1 ou 2 mois avant l'élection une mission qui va voir comment l'élection est en train d'être préparée. Et avant cette mission, bien sûr, l'État dans lequel ces élections ont lieu autorise l'Union africaine à venir. Il y a des situations où l'État a refusé à l'Union africaine la possibilité de venir participer au monitoring des élections. Et une fois que cela est accepté, l'Union africaine vient, rend visite à tous les acteurs, prépare un premier rapport. Ce premier rapport est envoyé aux organes de l'Union et ce sont ces organes maintenant, sur la base de ce rapport, décident d'envoyer une mission d'observation, une vraie mission d'observation qui est généralement dirigée par un ancien président ou un ancien premier ministre. L'idée d'avoir un ancien président ou un ancien premier ministre, c'est de permettre à cette personne, avec le pédigré qu'il a, de pouvoir discuter directement avec les autorités et avec les institutions du pays. Et donc, c'est cette autorité-là qui va permettre le déploiement, en général, hein, le maximum que j'ai pu dans ma vie professionnelle voir, je pense, c'est une centaine. Mais sinon, généralement, le nombre d'observateurs vacille entre 30 et 60. Et ce sont ces observateurs-là qui parcourent le pays pendant la période, une semaine avant l'élection, pendant le jour de l'élection, et peut-être 2 jours après, rendent leurs observations. Et ce sont ces observations-là qui vont maintenant servir de document de plaidoyer de l'Union africaine. Au début, c'est important de le savoir,
le rapport de la mission d'observation n'était pas rendu public. Ce sont les fonctionnaires de l'Union africaine qui ont dit, même si on ne rend pas public le rapport dans sa totalité, nous avons quand même intérêt à rendre public les recommandations issues de ce rapport, de manière à ce que les autorités aussi puissent savoir qu'il y a des choses à améliorer, qu'il y a des choses à faire avant la prochaine élection. Et cela a conduit à une nouvelle dynamique qui a finalement abouti maintenant à ce que le rapport est publié. Et sur la base de cette publication, maintenant, chacun peut se faire une religion de comment l'élection s'est passée. Parfois, ils peuvent donner leur quitus, alors que, bon, tout le monde sait que l'élection ne s'est pas passée dans d'excellentes conditions, mais bon, ça, c'est une autre affaire, c'est une affaire politique. Mais c'est comme ça que l'élection est préparée. Et généralement, pendant les sommets de l'Union africaine, il y a toute une discussion qui tourne autour des recommandations issues des observations des élections. Et sur la base de ça, des décisions sont prises pour améliorer le système, faire en sorte que le monitoring soit beaucoup plus précis pour les années à venir. On parlera justement du règlement efficace des contentieux électoraux par l'Union africaine. Je me tourne maintenant vers vous, Rodrigue Aego. Je rappelle que vous êtes du Front citoyen Togo Debout. Quel regard vous portez sur le rôle de l'Union africaine, d'abord dans l'observation des élections, pour vous qui êtes basé au Togo, avant de venir bien sûr sur la question du règlement des contentieux électoraux, mais d'abord sur l'observation des élections. Merci donc de me permettre de me prononcer un tout petit peu sur ce que j'ose appeler en toute humilité phénomène d'observation électorale en Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest. Vous savez, la vérité, il faut la dire, il y a des tests, oui, mais les tests ne suffisent pas parce si on a de beaux tests, mais dans l'applicabilité des tests, il y a des soucis énormes. Alors, ça pose un véritable problème. D'abord, le premier couac, c'est que l'observation d'une élection, dans le sens profond de la chose, voudrait qu'on parle beaucoup plus de processus électoral. Parce qu'une élection, c'est un processus. Ça commence par l'enrôlement des électeurs, ça commence d'ailleurs par la mise en place des organes qui organisent ou co-organisent l'échéance électorale. Et ça va également à la composition même de ces organes-là. Est-ce que ces organes-là sont composés de façon inclusive? Est-ce que ces organes-là ont la capacité, en termes techniques, de répondre effectivement à tous les contours d'une élection ou d'un processus électoral? Mais on constate avec amertume que les tests ne font un focus que sur l'élection en soi, laissant donc tout ce qui est préparé en amont. Et vous allez constater que généralement, quand on parle d'élection ou d'observation d'élection, ce sont des experts qui viennent et qui, finalement, pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, les reconnaissons sous le vocable du fameux refrain d'incidents mineurs qui n'entachent pas la crédibilité du processus électoral. Or, on n'a pas surveillé le processus, mais c'est le scrutin qu'on a surveillé. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La seconde chose, dans les tests, en France, il faut respecter les tests. Je remercie mon aîné Ibrahima Khan tout à l'heure, il a dit que quand on prend par exemple le protocole additionnel de la CEDEAO, il est dit clairement qu'on ne peut opérer aucune révision à 6 mois d'un scrutin. À 6 mois d'un scrutin, on ne peut toucher à aucun test. Je ne vais pas remonter à 2005 où au Togo, à la suite du décès de feu général Gnassingbé et Yadema, dans la même nuit, on a tripatouillé la Constitution pour permettre à son fils, qui était ministre, de redevenir député, prenant la place de son suppléant, faisant démissionner d'abord le suppléant et devenant, par quelle alchimie, on le sait, président de l'Assemblée nationale, alors qu'il y avait un président de l'Assemblée nationale, justement. Et cette contorsion-là, à l'époque, on peut me dire aujourd'hui qu'il y a eu des interventions qui ont permis après d'organiser des élections. Non, mais ça n'a pas rembobiné le tripatouillage électoral et le tripatouillage constitutionnel qui a eu.
Donc, il y a une faiblesse en termes de rigueur pour assurer le respect des tests, que ce soit au niveau de la CEDEAO ou que ce soit au niveau de l'Union européenne. Et si je reste sur cette question de l'Union africaine, autant pour moi, merci, si je reste sur cette lancée par rapport à l'applicabilité ou au respect des tests, récemment au Togo, qu'est-ce qui s'est passé? On était en plein processus d'organisation des élections législatives et régionales et une assemblée qui est en train d'évacuer les affaires courantes, donc qui était en période intérimaire, s'octroie le privilège d'opérer un coup d'État constitutionnel en allant changer de constitution et changer de régime, changer donc de test fondamental qui ôte désormais le droit du peuple togolais de choisir son dirigeant, le confiant à un parlement composé de députés et de sénateurs dont même le mot de désignation pose problème. Et c'est en plein processus qu'on a modifié, on a procédé à ce coup d'État constitutionnel. Mais qu'est-ce qui a été dit? C'est la grande question. Et qu'est-ce qui a été fait? C'est la grande question. Et donc, les Togolais se sont battus comme des orphelins, mais le chien a beau aboyer, la caravane est passée. Donc, il n'y a rien eu. Or, comme mon aîné vient de le dire, il est dit clairement qu'à 6 mois d'un scrutin, on ne peut aucunement toucher au test. On ne peut pas changer ou modifier les règles du jeu, mais ça a été fait au Togo et rien n'a. Donc, sur ce, pour moi, je dis, on a beau avoir des tests, mais dans le respect, ça pose problème. Et par rapport au problème que ça pose sur le plan respect, ça pose également le problème, à mon avis, d'une position de faiblesse, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou que ce soit au niveau de la CEDEAO, qui sortent finalement, à mon avis, au phénomène de souveraineté des États que brandissent les chefs d'État qui s'inscrivent dans le registre des mauvais élèves donc sur le continent. Et parce que quand ça n'arrange pas, on évoque la souveraineté des États. Et face à cette évocation de souveraineté, ni l'Union africaine, ni la CEDEAO n'ont de mécanismes qui soient contraignants pour que les pays, surtout d'Afrique francophone, qui sont des mauvais élèves en termes électoraux, puissent se départir donc de ce phénomène qui avilit l'image du continent. Le cas du Togo est un cas particulier sur le continent, mais aussi dans la région ouest africaine. On en parlera, on en vient... Oui, bien sûr. Oui, Rodrigue Aigo, vous aurez l'occasion de réagir encore. Vous nous poussez à aller directement sur, justement, dans notre thème du jour, le règlement des contentieux électoraux par l'Union africaine. Alors, avant de vous redonner la parole, Ibrahima Kane, Rodrigue Aigo, aujourd'hui, est-ce qu'on a comme l'impression, au vu de ce que vous avez dit, que l'Union africaine est trop silencieuse sur la question du règlement des contentieux électoraux dans ces États membres? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez quand vous évoquez par exemple le cas du Togo? Le sentiment que vous avez quand vous évoquez par exemple le cas du Togo? Si je dois parler en tant que Togolais, je parlerai plutôt de complicité. Pourquoi? Je m'explique. Quand en Gambie, Yaya Jammeh, ayant perdu les élections, a voulu faire volte-face, on a vu tout ce qu'il y a eu comme tintamarre autour. Et l'alternance voulue par le peuple gambien a été accomplie. Mais toutes les fois que le peuple togolais fait face à une machine de fraude électorale, à un coup d'État constitutionnel, si aujourd'hui on identifie l'Afrique par rapport au phénomène de sécurisation des urnes, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2005 où des militaires ont mis sous les aisselles des urnes, c'est par rapport au Togo. Et je ne sais pas, mais si je dois parler comme Togolais, je parlerai de complicité. Maintenant, s'il faut parler comme acteur de la société civile, oui, je parlerai de faiblesse et de mutisme incompréhensible. Ibrahima Kane, après avoir écouté justement Rodrigue Aigo sur le cas du Togo, quelle est l'approche aujourd'hui de l'Union africaine dans le sens du règlement des contentieux électoraux quand on voit un peu ce qui se passe de façon générale sur le continent? Le cas le plus récent, c'est celui du Mozambique. Mais pour revenir un peu en Afrique de l'Ouest, il y a le cas par exemple du Togo avec le changement de régime. Dans la région de façon générale, quand on voit un peu ce qui se fait, quelle est l'approche de l'Union africaine pour le
sur les questions de règlement de contentieux électoraux? D'abord, il y a des règles cardinales qui veulent que d'abord une question électorale ou une question politique de quelque nature que ce soit d'abord examinée et réglée au niveau de la région avant d'être portée au niveau du continent. Et que si la région est incapable ou n'a pas la volonté de régler le problème, en ce moment-là, l'Union peut venir intervenir à travers ses organes. Et les principaux organes de l'Union qui interviennent dans ce domaine-là, c'est la Commission de l'Union africaine ou le Conseil de paix et de sécurité. Et dans dans des cas très spécifiques, il y a un Conseil des sages de l'Union africaine qui peut être aussi mobilisé pour vraiment jouer les bons offices dans les crises. Alors ça, c'est la règle générale. Mais pour répondre clairement à ta question, je dirais qu'il y a eu des cycles dans la manière de traiter les crises et même dans la manière d'intervenir dans les crises, et souvent des cycles qui sont liés à la capacité de certains acteurs de vraiment peser de tout leur poids sur les événements. Tout à l'heure, notre collègue togolais a parlé de la crise, en tout cas du décès de Eyadema Père et de tout ce qui a été fait pour que le fils prenne le pouvoir. Si vous vous souvenez, à l'époque, le président en exercice, c'était Obasanjo, le président du Nigeria. Le président de la commission à l'époque, c'était un Malien, Alpha Oumar Konaré, et Abdoulaye Wade était pratiquement un nouveau président au Sénégal qui essayait de montrer que les choses ont changé sur le continent. Tous les trois, un peu à l'unisson, on dit aux jeunes Eyadema, tu ne vas pas prendre le pouvoir comme cela. On ne va pas accepter que tu prennes le pouvoir sans respecter un minimum de règles. Donc, ils l'ont renvoyé, si je puis dire, à ses chères études. Et puis, il a maintenant, une fois que l'élection a été organisée, il a participé à la campagne, et finalement, il a pu obtenir, comment dirais-je encore, le pouvoir pendant l'élection. Mais je ne donne pas mon commentaire sur l'élection en tant que telle. Mais c'est juste pour vous dire que lorsqu'on a des dirigeants qui sont très soucieux du respect d'un minimum de règles, d'un minimum de principes éthiques, ça peut faire changer les choses dans la région. Mais il y a des situations dans lesquelles il n'y a pas ce leadership-là à l'intérieur ni de l'organisation régionale, ni au niveau continental. Ça pèse sur la réalité des événements. Et ça, n'oublions pas que l'Union africaine, la CEDEAO, c'est d'abord une organisation de coopération entre États. Et donc, ce ne sont que ces influences-là qui peuvent vraiment peser de leur poids sur les événements. Donc, quand je dis maintenant ces cycles-là, donc vous voyez, il y a des cycles pendant lesquels on a eu des dirigeants très forts, un leadership très clair, mais quand ce leadership a disparu, en même temps, les règles qui permettaient de vraiment résoudre toutes ces difficultés-là ont disparu, faute d'être appliquées. Et c'est comme ça, et surtout, je pense que au niveau de ce processus, les élections au Zimbabwe ont joué un rôle important dans ce cheminement. C'est vraiment quand Mugabe voulait coûte que coûte rester au pouvoir et qu'en Afrique australe, il avait obtenu le soutien de beaucoup de dirigeants de l'Afrique australe, c'est là où on a commencé à assister vraiment à un début de changement de l'attitude et des organisations régionales et de l'organisation continentale sur cette question-là. Rappelez-vous le cas égyptien qui, de mon point de vue, est doublement triste. Triste parce que au moment où les événements d'Égypte ont eu lieu, il y avait la Charte africaine de la démocratie, des élections
et de la gouvernance, qui disait clairement, que même si un militaire arrive au pouvoir, s'il se civilise, c'est-à-dire enlève l'habit militaire, même s'il se civilise, il ne peut pas participer à l'élection présidentielle. Al-Sisi a déposé un gouvernement légitimement élu, le gouvernement de Morsi. Al-Sisi a pris le pouvoir. Al-Sisi a décidé de quitter l'armée et de participer à l'élection. Quand Al-Sisi a été élu, l'Union a finalement accepté de reconnaître et d'accepter et le retour de l'Égypte dans le giron des États dits démocratiques et d'accepter que Al-Sisi revienne au pouvoir. Donc, et ça, c'était dans une période où il n'y avait plus de leadership au sein de l'Union africaine. En tout cas, le leadership qu'on lui connaissait avant n'était plus là-bas. Et c'est ça qui explique, à mon avis, tous ces problèmes, toutes ces difficultés-là que l'on rencontre à l'heure actuelle dans les tentatives de règlement des crises ou des problèmes qu'on connaît en matière électorale. Brahim Khan, vous dites que quand le leadership est questionné au sein de l'Union africaine, ça peut poser souvent certains problèmes. Alors, le leadership peut être questionné, mais il faut que les États continuent d'exister, bien sûr. Est-ce que finalement, il ne faut pas aller vers la mise en place de textes beaucoup plus forts pour régler ces questions? Vous soulignez tantôt, vous disiez également que l'Union africaine vient en dernier recours, que parce que ce sont d'abord les communautés régionales qui doivent régler certaines questions dans la région. Alors aujourd'hui, on a une communauté comme la CEDEAO qui est très contestée dans la région ouest africaine. Alors face à tout cela, est-ce que l'Union africaine ne doit pas mettre en place des textes forts et s'impliquer davantage dans le règlement des contentieux électoraux, même comme aux côtés, par exemple, des communautés régionales qui sont de plus en plus contestées? Mais, vous savez, renforcer les textes ne va servir à rien s'il n'y a pas de volonté politique. Je vous prends le cas de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, en termes d'intégration économique, en termes de normes à caractère communautaire, il n'y a pas mieux en Afrique. En tout cas, la seule entité économique qui rivalise un tout petit peu avec la CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Et dans le cadre de la CEDEAO, il y a même un pouvoir qui est donné au président de la Commission, comme en Europe, lorsque un État ne remplit pas ses obligations ou lorsque une crise, en tout cas un État faillit à faire, à respecter les règles que lui impose la communauté, le président de la Commission peut traîner cet État-là devant la Cour de justice de la communauté en disant qu'il a failli à ses obligations. C'est le recours, dit-on en termes techniques, un recours en manquement. Jamais, depuis que cette règle-là existe, aucun président de la Commission n'a décidé de la mettre en œuvre. Aucun. Alors, à quoi ça sert d'avoir des règles et qu'on ne les applique pas? On essaie toujours, en tout cas dans le cadre de la CEDEAO, et c'est ça qui me fait encore dire que le leadership est important, parce que si vous vous souvenez, quand Ibn Chambas était président de la commission de la CEDEAO, et qu'un président de la République, en l'occurrence le président du Niger, Tandian, avait voulu changer la constitution pour avoir un troisième mandat, mais c'est Ibn Chambas qui a tout fait, qui a mobilisé toute la communauté, qui a tout mis en œuvre pour que Tandian n'arrive pas au pouvoir. Et c'est d'ailleurs pendant ces disputes-là entre Tandian et Chambas que finalement le président Djibo est venu organiser un coup d'État et mettre un terme, tu vois, à ce face-à-face entre la CEDEAO et les autorités nigériennes. Donc, c'est vous dire que quand le leadership est là, accroché, arrimé à ces règles, on peut obtenir des résultats. Mais quand ce leadership-là n'existe pas, bon, je ne veux pas citer de nom de président de la commission, vous avez vu dans les affaires maliennes, avant même que la CEDEAO ne prenne une décision, le président de la commission a décidé, comment dirais-je, sous l'influence de son mentor, de prendre une décision qui était illégale. Donc ça vous montre jusqu'à quel point parfois certains de nos dirigeants peuvent être manipulés.
par les présidents en exercice, et ça pose de sérieux problèmes. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, les règles au niveau de l'Union africaine et de la CEDEAO sont très claires. Et comme vous me demandiez s'il ne fallait pas renforcer les règles de l'Union africaine, je vous donne le cas du Togo. Au Togo, plutôt le cas du Tchad. Au Tchad, il y a eu un changement anticonstitutionnel de gouvernement depuis la mort du président Déby. Jusqu'au moment où je vous parle, le Conseil de paix et de sécurité saisi par le président de la Commission de l'Union africaine ne s'est pas encore prononcé pour dire si c'est un gouvernement issu d'un coup d'État ou pas. En tout cas, pour nous dire, pour nous caractériser ce qui s'est passé au Tchad jusqu'au moment où je vous parle. Et entre-temps, il y a eu élection présidentielle, le président s'est lui-même donné les galons de maréchal, tu vois, et tout. Donc, ce ne sont pas les règles, c'est la volonté politique. Et c'est aussi la volonté de nos dirigeants de vraiment faire en sorte que les règles de l'Union africaine s'appliquent à tout le monde. De faire en sorte que les règles qu'on s'est données soient des règles que tout le monde doit respecter. Petit État ou grand État doit respecter. Mais là encore, on a beaucoup de chemin. Et je pense que si rien n'est fait, c'est la mort à petit feu. C'est à la mort à petit feu qu'on va assister de l'Union africaine. L'année dernière, le président de la Commission, pendant son discours d'ouverture du sommet, l'a lui-même dit. Il a dit que c'était presque une mort clinique déjà. Bon, que si rien n'est fait pour vraiment apporter les médicaments adéquats, on risque très bientôt d'assister à la mort de l'Union africaine. Et ça, ce serait un dommage pour tout le monde. Parce que cette institution-là, on en a besoin surtout pour agir dans les moments difficiles de crise que le continent connaît. Avant d'en venir à la seconde partie de cette discussion, Rodrigue Aego, je vous laisse réagir également sur la même question, bien sûr, si vous le souhaitez, avant qu'on ne passe à la seconde partie. Oui, moi je voudrais une fois encore remercier mon aîné Ibrahim Attan pour, en tout cas il a parlé avec franchise et sincèrement je pense que on a des problèmes justement par rapport à ce que j'ose appeler inqualité des ressources humaines que nous avons qui animent la vie de nos organisations ou des différents mécanismes qui sont mis en place pour justement prévenir les difficultés que nous avons, que ce soit sur le plan électoral, que ce soit au niveau de la paix ou de la stabilité même de nos régions et aussi du continent. Et figurez-vous, pour appuyer ce que mon ami vient de dire, quand vous prenez la charte africaine sur la gouvernance, la démocratie, les élections et la gouvernance, vous prenez l'article 23. L'article 23 dit clairement que les États conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l'Union. Et je cite ces moyens. Tout putsch ou coup d'État contre un gouvernement démocratiquement élu. Ça, par exemple, on peut l'observer dans des pays qui ont connu les coups d'État militaires ces dernières années. Sans citer de nom, voilà, si vous suivez mon regard, vous comprenez. Il y a la deuxième définition, le deuxième acte, c'est toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. Et vous prenez au point 3, toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. Et le point 4 qui intéresse, et le point 5 aussi, le point 4, tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières. Et puis, au point 5, tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. Si je reste sur cet article 23 qui engage l'Union africaine, si on estime au niveau d'un organe régional, comme par exemple la CEDEAO, il y a une certaine fébrilité en matière d'applicabilité des tests. C'est un peu comme un enfant que vous envoyez au marché et qui est incapable de faire les achats. Vous prenez vos responsabilités.
l'Union africaine assiste vraiment comme un spectateur à la déchéance, notamment morale, qui bat son plein sur le continent. Et avec ça, on ne peut pas sortir avec de beaux costumes. Quand à la place de costumes, je mets des tests, on a de beaux costumes, mais en réalité, on a des démangeaisons. Et alors, comment on se sent? On ne peut jamais se sentir bien. Alors, moi, je pense que la volonté politique, on peut en parler, mais au même moment, en tant qu'organe ou en tant qu'institution continentale qu'est l'Union africaine, je pense qu'on peut prendre ses responsabilités sans attendre des injonctions de X ou de Y. Parce que le problème que nous avons sur le continent, c'est un problème justement de gouvernance. On a un problème au niveau de la transmission du pouvoir de façon pacifique. Et on a un problème avec des gens qui pensent qu'il suffit de prendre les armes pour prendre le pouvoir. On a un problème avec des fils à papa qui pensent que le pouvoir est un legs ou est un héritage et que quand papa décède, c'est le fils qui devient président automatiquement. Alors, ces problèmes-là, je pense que l'Union africaine doit faire sien ces problèmes et trouver un mécanisme pour régler ces problèmes et de façon anticipée, faire de sorte d'empêcher ou de donner des garanties de non-répétition. Mais aujourd'hui, s'il faut faire le bilan, vous comprenez que l'Union africaine a du mal à attribuer un vrai nom à la maladie ou à la pandémie qui empêche le continent de se développer. On ne peut pas faire volte-face sur cette question-là. Et donc, moi, je pense que je ne sais pas par quelle alchimie on peut y arriver, mais si on prend l'espace CEDEAO, en tout cas, les peuples ont décidé de prendre leurs responsabilités. Et malheureusement, ça entraîne ce que ça peut entraîner avec le retrait ou l'annonce du retrait de 3 pays de la CEDEAO, donc du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ce qui constitue un précédent dangereux parce que ça remet en cause beaucoup de choses. Et ça, c'est l'inconséquence de la CEDEAO. Et donc, aujourd'hui, moi, je pense que si l'Union africaine considère la CEDEAO comme l'un des organes ou l'une des institutions régionales qui fonctionne bien jusque-là, et que par hasard, avec l'avènement des fils à papa, l'avènement des experts en coup d'État constitutionnel, coup d'État institutionnel, coup d'État électoraux, que ça pose problème, mais je ne vois pas ce qui empêcherait l'Union africaine de voler au secours de la CEDEAO pour que cette ultime organisation qui a jusque-là un fonctionnement un peu acceptable devienne, comment dirais-je, un cancer qui ronge les peuples et qui empêche l'Union africaine elle-même de dormir tranquille. Donc, je ne comprendrai pas ce qui empêche l'Union africaine de prendre des initiatives pour voir concrètement ce qui se passe et éviter que la CEDEAO se fasse harakiri. Malheureusement, avec le retrait annoncé des 3 pays, avec le changement de constitution au Togo, un phénomène sur lequel la CEDEAO s'est tue et sur lequel l'Union africaine s'est tue, mais les autres vont compier. Et les gens vont devenir quoi? Les gens vont échapper à la règle de l'alternance pacifique ou de la transmission du pouvoir pacifique pour ériger des monarchies à la place des républiques. Et c'est bien dommage. Rodrigue Aigo, vous soulignez que l'Union africaine doit prendre ses responsabilités face à tous ces problèmes, ce qui nous pousse à faire une transition vers la seconde partie de cette discussion pour parler de ce que doit être le meilleur mécanisme à adopter et la meilleure approche de l'Union africaine pour atteindre cet objectif de règlement efficace des contentieux électoraux, mais aussi des transitions pacifiques du pouvoir dans les États membres. Ibrahim Khan, la première question de la seconde partie de cette discussion est pour vous. D'abord, est-ce que l'Union africaine ne doit pas commencer par faire respecter ses décisions par ses États membres quand on sait que plusieurs de ces décisions ne sont très souvent pas appliquées? Avant d'appliquer les règles et autres, je pense que ce que nos institutions régionales doivent aussi faire, parce que c'est quelque chose qui va vraiment aider à la prise de décision politique, c'est de s'outiller et d'être en mesure de mieux saisir, de mieux comprendre les enjeux d'une élection dans un pays. Parce que quand on saisit ces éléments-là, on sait comment agir.
comment vraiment intervenir et quel processus mettre en place pour arriver à... Savez-vous, par exemple, qu'au niveau de l'unité électorale de l'Union africaine, il n'y a que 3 personnes pour couvrir 55 pays? Alors, comment 3 personnes pour couvrir 55 pays avec une moyenne d'une quinzaine d'élections par an en Afrique, comment peut-on véritablement prendre la mesure, la température de ce qui se passe au niveau d'un pays? C'est pratiquement impossible. Donc, pour moi, si vraiment les questions électorales, qui sont des questions conflictogènes aujourd'hui en Afrique, et quand l'Union africaine dit qu'elle veut mettre un terme au conflit, de la même manière qu'elle agit pour étoffer les mécanismes comment dirais-je, de gestion des conflits, elle doit aussi vraiment mieux habiller l'unité électorale. Faire en sorte que l'unité électorale soit outillée, soit composée de personnes qui savent gérer les... Je te donne juste un exemple pour te montrer à quel point c'est important. De plus en plus, actuellement en Afrique, on assiste à une, je ne sais pas, numérisation des processus électoraux. Non seulement à cause des cartes, mais aussi de plus en plus, on utilise des outils électroniques pour surveiller. Alors, comment peux-tu assurer une bonne surveillance de ces élections si toi-même, tu ne comprends pas comment fonctionnent ces machines? Tu ne comprends pas quelle logique il y a derrière la mise en place de ces machines. Je sais que dans 2 ou 3 pays, ces machines-là ont posé de sérieux problèmes et ont contribué, j'en suis sûr, à changer le cours des événements. Prenez les élections au Nigeria. Ça a posé de sérieux problèmes. Et tout le monde sait que le Nigeria n'est pas bien couvert par Internet, que le Nigeria a toutes les difficultés d'avoir de l'électricité. Et pourtant, on a accepté que la commission électorale utilise ces machines. Donc ça, c'est vraiment l'outillage, faire en sorte que les gens soient mieux équipés, soient dotés de personnel et de moyens pour agir. Pour moi, ça, c'est un premier. Parce que à partir de l'instant où on identifie les problèmes, on a déjà une partie de la solution au problème et on permet aux gens d'agir. Ça, c'est la deuxième chose, c'est aussi qui intervient. Parce que on peut prendre n'importe quelle mesure, mais si dans la mise en œuvre de ces décisions, on n'a pas de gens d'un certain calibre, de gens capables, je ne dirais pas de faire plier, mais au moins de faire entendre raison à certains dirigeants, je dis que comment dirais-je, la partie est perdue. Rappelez-vous comment on a réglé la crise au Kenya en 2008. C'est parce que le président en exercice de l'époque, Kufuor, a dit qu'il allait appeler Kofi Annan, vu son background d'ancien président, d'ancien secrétaire général, qu'on a commencé à avoir une solution au problème. Et quand Kofi Annan est venu, ça a débloqué la situation et on est arrivé à trouver une solution. Et tu vois que depuis lors, ce qui se passe au Kenya, maintenant, est devenu même un modèle en termes d'élections. La première fois que la justice annule même des élections en Afrique, ça s'est passé au Kenya et tout ça. Donc, ça montre que qui intervient est aussi important. Et en dernier lieu, quelles mesures on propose? Parfois, proposer des mesures qui sont irréalistes, c'est vraiment le moyen le plus facile de rendre la situation plus compliquée. Alors que si on connaît les problèmes, si on connaît les difficultés que le pays a rencontrées, et si on met en place des mécanismes pour trouver de manière graduelle des solutions à des problèmes, on pourrait avancer. Et cela même me permet de dire une chose, c'est que souvent au niveau de nos institutions, à partir de l'instant où l'élection est passée, où le président a été élu, on oublie les recommandations.
Personne ne pense aux recommandations, alors que c'est comment dirais, c'est la solution à ces recommandations-là qui va permettre d'éviter des problèmes pour l'élection suivante. Et pourtant, personne ne s'y intéresse. Seules les commissions, par exemple, en Afrique de l'Ouest, je sais qu'il y a un réseau d'institutions nationales qui s'appelle Econet. Et Econet avait pour credo de prendre toujours en charge ces problèmes-là. Et une fois l'élection passée, c'est de travailler avec la commission électorale du pays pour essayer de voir comment on peut trouver des solutions et autres. Mais c'est Reconnect n'existe pas dans les autres régions et donc on est encore on retourne à la case départ. Donc vous voyez que la mise en œuvre de ces décisions dépend de beaucoup d'autres facteurs et que tant que ces questions-là, en tout cas, on ne réduit pas ces difficultés-là, on n'aura jamais vraiment de résultats concrets qui permettent d'éviter ce genre de situation pour le futur. Par exemple, moi, je ne comprends pas que, je ne peux pas comprendre que dans tous les pays, les gens pensent qu'il faut nécessairement une commission nationale électorale. Vous vivez au Sénégal, vous avez vu que ici, c'est l'administration qui organise des élections. Et le jour du scrutin, 3 heures ou 4 heures de temps après le scrutin, on a déjà une tendance. Mais ces bonnes pratiques-là ne sont pas l'Union africaine ou bien la CEDEAO n'essaie pas de les partager avec les autres. Et on accepte qu'on reste dans la complication, qu'on reste dans le truc. Et ça également, ça ne permet pas de régler les problèmes. Il faut que les bonnes pratiques qui existent sur le continent puissent être partagées par les autres. Je ne dis pas que la réalité sénégalaise est la réalité gambienne ou bien est la réalité namibienne. Mais je veux dire qu'on peut toujours, à partir de certaines expériences, tirer des leçons et faire en sorte que les choses puissent avancer. Vous avez vu, par exemple, au Ghana récemment, avant même que la Commission nationale électorale prononce les résultats, un des participants a reconnu sa défaite, a félicité l'autre, parce que sachant que à partir des résultats, que tout était, que les dés étaient déjà jetés. Pourquoi cela? Parce que, comme au Sénégal, on publie les résultats, il y a maintenant des logiciels qui permettent de faire les calculs rapidement et on a déjà une première tendance qui se dessine et ça permet de résoudre aussi, en tout cas de prévenir certaines difficultés. Et ça, les organisations régionales doivent pouvoir jouer un rôle, si elles le veulent, bien sûr. Et bien sûr, Rodrigue Aïgo, qu'est-ce que vous souhaitez ajouter à cela? Que doit être l'approche de l'Union africaine pour justement le règlement efficace des contentieux électoraux dans ses États membres? Oui, et dans un premier temps, je vais poser le problème des armées. Vous savez, pour nous qui vivons depuis des décennies sous une dictature implacable militaire, ça, il ne faut même pas tourner la langue 2 fois avant de reconnaître cela, parce que la première preuve, c'est qu'en 2005, c'est l'armée qui est venue à la télévision nationale pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est M. Faure Gnassingbé qui devient président de la République. Donc, ce qui a eu lieu après comme mascarade électorale, et vous vous souvenez que je crois que c'est l'Union européenne qui avait dit que ces élections-là étaient sorties de leur cadre légal. Et donc, je pense que dans un premier temps, il faut régler le problème des armées. Et il ne faut pas attendre de s'en servir comme un outil de menace pour les peuples, comme ce fut le cas avec la CEDEAO et ce qui s'est passé au Niger récemment. Mais il faut faire de nos armées un outil qui contribue au règlement des problèmes que nous avons sur le continent, notamment le problème d'insécurité par rapport au terrorisme et notamment la manipulation de l'armée par des chefs d'État véreux pour se maintenir au pouvoir. Et puis, en 2005, c'est vrai que je continue de parler du Togo. L'ONU a situé le nombre de décès entre 400 et 500. Et des organes, des associations ou organisations de la société civile togolaise sont allées jusqu'à parler de plus de 1000 morts en 2005. Et les images sont atroces.
Et en 2017 également au Togo, tout le monde a vu les images. Et moi je le dis, le Sénégal, c'est vrai qu'avec l'avènement du président Macky Sall, ça a failli un peu traîner dans la boue l'image qu'on avait jusque-là de la démocratie sénégalaise, mais heureusement que l'homme est revenu à de meilleurs sentiments et aujourd'hui on a au moins l'alternance et on peut se réjouir que le Sénégal n'a pas pu succomber à la tentation du phénomène de troisième mandat. Alors, aujourd'hui, si on veut régler le problème des armées, je pense que l'Union africaine doit y penser. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, face au phénomène de terrorisme, on a l'impression que ce sont des États qui se battent selon leurs propres moyens. Il n'y a pas, par exemple, une politique concordance, une politique, je dirais, commune de riposte contre ce phénomène-là, qui pourtant constitue un danger pour tous les États sur le continent. Et ça, c'est de deux, je pense qu'il faut que l'Union africaine se dote d'un organe de constitutionnalité pour pouvoir aider les États, justement, à faire passer les réformes constitutionnelles par ce mécanisme-là qui doit être très contraignant afin de savoir ce qui est bon et mieux pour le peuple, les peuples à partir du moment où, dans la lecture tout à l'heure de l'article 23 de la charte sur la démocratie, les élections et la gouvernance de l'Union africaine, la définition est claire sur ce qu'on peut appeler coup d'État dans un pays. Et donc, je pense que les constitutionnalistes que nous avons, au lieu de les abandonner pour servir de conseillers ou de mauvais conseillers aux chefs d'État, les aidant à tripatouiller les constitutions pour s'octroyer le privilège de régner à la tête de leurs États ad vitam aeternam, je pense que l'Union africaine peut en tirer profit en créant un organe de constitutionnalité qui donne du boulot à ces messieurs-là. Secondo, quand on parle de paix, je sais qu'au niveau de l'Union africaine et aussi de la CEDEAO, il y a des mécanismes de prévention. Mais est-ce que, en matière électorale, est-ce qu'on joue avec ces mécanismes d'alerte précoce et de prévention? Je ne pense pas. À mon avis, ça se fait à géométrie variable. Si je reste dans ma nationalité togolaise, je me demanderais, est-ce que ça existe? Peut-être que c'est sur le papier. Donc, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui donner un signal fort. Il faut qu'on arrête la promotion des gens qui n'ont plus de personnalité pour diriger les organes qui sont mis en place. Parce qu'aujourd'hui, par, je dirais, 2 ou 3 fois, il nous est arrivé au Togo de récuser des diplomates envoyés, que ce soit par l'Union africaine, que ce soit par la CEDEAO, justement parce que ces personnalités-là ont, dans un passé pas trop lointain, joué de mauvais rôles. Et aujourd'hui, sont des gens qui ne sont pas bien vus par les Togolais. Et donc, il faudra aussi jouer sur la personnalité de ces personnalités, et personnalités, ça fait un peu tautologie, mais la personnalité de ces personnalités-là qui sont appelées à diriger les instances, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou que ce soit au niveau de la CEDEAO. Et l'autre chose à faire, il faut aujourd'hui donner une voix au peuple. Les peuples ont besoin de faire retentir ou résonner leur voix. Aujourd'hui, si on prend la CEDEAO, la lutte aujourd'hui, c'est que on passe du syndicat des chefs d'État, ou si vous voulez, pour ne pas être trop péjoratif, on passe d'une CEDEAO des chefs d'État à une CEDEAO des peuples, parce que la CEDEAO finalement est devenue un organe qui vole au secours de chefs d'État en difficulté, mais pas au secours des peuples. Et ça empêche sérieusement la concrétisation de l'intégration régionale. Et c'est ce qui a conduit à cette décision de retrait de ces 3 pays-là. Donc, je pense qu'il faut ajouter ça au registre. Et je suis d'accord avec mon aîné quand il dit qu'il faut véritablement identifier le problème. Moi, c'est ce que je dis. Le problème que nous avons aujourd'hui n'est pas le même problème que les gens qui se partagent l'espace de l'Union européenne ont. Et donc, nous devons identifier les problèmes que nous avons et trouver des mécanismes, et mettre en place des mécanismes qui constituent des solutions face à ces problèmes-là que nous aurons véritablement identifiés avec des noms propres à eux, pas en cherchant des noms qui ne correspondent pas aux problèmes que nous avons.
Et bien sûr, on va terminer par là. On fait un dernier tour de table avant de se quitter. Je commence par vous, Ibrahim Khan. Comment préserver l'Union africaine d'une future fracture au vu des changements multiformes sur le continent et sur lesquels l'Union africaine apporte peu de solutions? Alors, peut-être que je vais vous surprendre, mais pour moi, d'abord, la chose la plus fondamentale, c'est que euh, quand on parle d'élection, on parle de rituel en démocratie. Pour des sociétés qui ne vivent que de rituels, euh, l'élection, normalement, ne devrait pas poser de grands problèmes. Si toutes les parties respectent les règles du jeu et si l'arbitre joue très bien son rôle. Mais le problème avec l'Union africaine, c'est que son arbitrage est toujours problématique. Ou bien il n'intervient pas, l'arbitre n'intervient pas quand il y a des coups, ou bien l'arbitre intervient après que les coups aient été donnés et qu'on se retrouve devant une situation où, en tout cas, l'arbitre ne joue pas bien son rôle. Tout devrait être fait pour que l'on revienne un tout petit peu à une sorte d'orthodoxie qui veut que l'Union puisse vraiment servir les Africains, faire en sorte que les règles que les États africains se sont données en matière électorale, que ces règles-là soient respectées. Quelles que soient par ailleurs les conséquences qu'il doivent y avoir pour les dirigeants en place. Parce que tant qu'on n'agira pas de cette sorte-là, on sera toujours confronté à des problèmes. L'exemple que j'aimerais vous donner, c'est la situation actuelle au Mozambique, parce que vous en avez fait allusion tout à l'heure. Depuis l'élection présidentielle, on n'a pas entendu l'arbitre. On n'a pas du tout entendu l'arbitre. Alors, comment voulez-vous que lorsqu'il y a des morts, l'arbitre puisse commencer à parler? Non. C'est justement au moment où les problèmes commencent à prendre forme que l'arbitre doit intervenir. Et ça, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a énormément de choses à faire au niveau de l'Union africaine. La deuxième chose que j'aimerais souligner aussi, c'est que l'Union africaine, bon, peut-être par les traditions qui ont existé, a toujours privilégié l'action, le contact avec les dirigeants politiques, le contact avec les institutions étatiques, mais n'a pas fait n'a pas accordé une place importante aux autres acteurs. Ça, je pense que c'est important. La société civile joue un rôle important dans beaucoup de nos pays. Nos leaders traditionnels, je ne sais pas si vous vous souvenez des élections au Ghana, je pense que c'est en 2007 ou 2008, quand Nana Affo avait perdu l'élection et avait contesté. Ce sont les leaders traditionnels du Ghana, musulmans et catholiques, qui ont réglé le problème, pas l'Union africaine. Donc ça également, on doit leur donner une place dans la recherche de solutions aux problèmes électoraux et aussi investir la société civile d'un certain mandat qui puisse lui permettre de jouer un rôle. Peut-être pas de régler les problèmes, mais la société civile permet souvent d'aplanir les difficultés et l'expérience sénégalaise a montré que dans des situations critiques, elle a joué un rôle d'intermédiation et ce rôle d'intermédiation a au moins permis d'apaiser la tension et de faire jouer les règles et de faire en sorte que les institutions puissent bien fonctionner. Moi, ce sont vraiment les deux aspects sur lesquels je voulais insister pour que on puisse avancer, on puisse vraiment faire en sorte que l'Union puisse être un peu plus efficace dans ses interventions pour éviter que des drames ne continuent de se produire dans nos États et de transformer quelque chose qui devait être un moment de réjouissance à quelque chose qui vraiment risque même parfois d'enfoncer les États dans des crises très, très, très profondes. Et bien sûr, Rodrigue Aego, rapidement, je vous laisse réagir sur la même question avant qu'on se sépare.
Mais écoutez, je pense que c'est vrai, le rôle d'arbitrage, je pense que on doit repenser cela au niveau de l'Union africaine. Parce que j'avais parlé tout à l'heure des personnes, de la personnalité de ces personnes-là qu'on envoie souvent ou qu'on met souvent dans ce genre de rôle, qui ont souvent des acquaintances avec certains pouvoirs et qui ont souvent du mal à intervenir efficacement. Ça manque d'efficacité. Je pense qu'il faut véritablement qu'au niveau de l'arbitrage, on repense donc à ce mécanisme-là. Et le mécanisme, comme je l'ai dit, c'est la prise en compte d'un processus et non un focus sur le jour de l'élection pour venir après crier comme quoi il y a eu des incidents mineurs qui n'entachent pas la crédibilité. Donc, parce que s'il faut définir la crédibilité, je pense qu'incident mineur, même, on ne devrait pas en parler. Parce qu'à partir du moment où il y a incident mineur, c'est qu'il y a incident et donc il n'y a plus de crédibilité. Donc, il faut repenser à l'arbitrage. Et à mon avis, aujourd'hui, si cette situation qui arrive au niveau de la CEDEAO, on n'est pas pris de façon anticipative par l'Union africaine, c'est un phénomène qui va atteindre l'Union africaine aussi. Parce que quitter la CEDEAO, la raison pour laquelle ces pays-là, si je m'en tiens aux différentes déclarations, décident de quitter la CEDEAO, c'est un peu aussi la politique de deux poids, deux mesures, où au sein de ces organisations-là, il y a des chefs d'État qui semblent avoir plus de pouvoir que d'autres. Et ce sont ces chefs d'État-là qui manipulent ces organisations-là et en font ce qu'ils veulent. Au niveau de l'Union africaine, je pense qu'il faut anticiper, il faut essayer de tirer des leçons de ce qui arrive au niveau de la CEDEAO pour éviter que cette situation soit une sorte de réplique au niveau de l'Union africaine. Et c'est très important. Et l'autre chose, comme je l'ai dit, il faut véritablement, parce que la question des armées, ça pose un véritable problème. C'est une bombe, je ne dirais pas à retardement, mais parce que c'est une bombe à fragmentation qui commence déjà par faire des dégâts. Il faut resituer nos armées dans leur rôle. Quel est le rôle exact de nos armées? Est-ce que c'est d'aider un fils à prendre le pouvoir après le décès de son papa et à le conserver, ou bien c'est d'assurer la protection civile et la défense, la protection civile des peuples et la défense des territoires? C'est la grande question aujourd'hui. Quand vous prenez nos pays, tout ce que nos pays engagent comme ressources en matière d'armement, mais nous ne sommes pas en guerre. Si nos pays sont en guerre, c'est entre les armées manipulées par les pouvoirs et les peuples. Donc les armées qu'on paye avec l'argent du contribuable contre les peuples qui payent de leur sueur ces armées-là. Et donc, on en a fait une priorité et on ferme les yeux sur le développement du continent. Les peuples ne savent plus ce qu'on peut mettre dans plein épanouissement. Et donc, je pense qu'il faut repenser cela et y attacher du prix pour redéfinir donc le rôle des armées sur le continent africain au niveau de nos organisations et ça va permettre quand même d'assurer la bonne gouvernance et d'assurer aussi, parce que en matière d'élection, c'est aussi le rôle de l'armée qui fait que dans la plupart des pays, les chefs d'État sortants ont beaucoup de facilité à manipuler les chiffres, à manipuler les choses. Quand on prend les pays anglophones, et récemment le Ghana, mon aîné l'a dit, au Ghana, il y a une armée. Et cette armée-là est dans son rôle. L'armée n'est pas venue envahir la scène politique. L'armée a joué son rôle et a laissé les acteurs jouer leur rôle. Ce qui fait que l'armée ne s'est pas revendiquer une certaine allégeance vis-à-vis du chef de l'État sortant, Nana Addo. Non, mais l'armée est restée comme, je dirais, un arbitre qui a joué son rôle et ça a permis, par exemple, un franc jeu et le pouvoir a été remis en jeu, le fauteuil présidentiel a été remis en jeu pour que le meilleur choisi par les populations ghanéennes puisse s'asseoir dans ce fauteuil-là et diriger le pays. Mais dans les pays francophones d'Afrique, dans lesquels les armées sont les tenants du pouvoir, les élections posent problème dans ces pays-là. Parce que ce sont des armées qui veulent choisir un pantin, qui veulent choisir quelqu'un à manipuler. Et généralement, vous prenez des régimes dictatoriaux sur le continent, ce sont des régimes qui s'acoquinent avec les armées. Donc, il faut arriver à trouver un statut clair pour les armées sur le continent.
Tout à fait, nous arrivons donc au terme de cette discussion. Merci à vous, monsieur Ibrahima Kane. Je rappelle que vous êtes chargé de plaidoyer, vous avez été longtemps chargé de plaidoyer de OSF auprès de l'Union africaine. Merci beaucoup à vous, Ibrahima Kane. Merci également à vous, Rodrigue Aego. Vous êtes du Front Togo, Front Citoyen Togo Debout. Merci et à la prochaine. Bon week-end. Merci pour l'invitation. Allez. Et ne serait-ce que de façon virtuelle de retrouver mon aîné Ibrahima Kane. Okay. Merci et à bientôt. Bien sûr, au revoir. Merci, au revoir.